L'anatomie du chaos, mon dernier livre. Aujourd'hui, tout le monde voit un chaos généralisé partout, un chaos mondialisé, un chaos dans tous les domaines, politique, économique, écologique, moral, géopolitique. Bon, le chaos est un terme qui revient dans énormément d'articles de journaux et de commentaires, et chacun d'ailleurs peut le vivre dans la vie quotidienne, tout se détériorant un peu de tous les côtés. C'est pourquoi on a de nombreux journalistes ou écrivains qui parlent d'une multicrise ou d'une polycrise que vit le monde capitaliste à l'heure actuelle. Multicrise et polycrise, oui, si on constate les différentes manifestations de cette crise. Mais la première thèse que je défends dans ce livre, c'est qu'il s'agit en fait de différentes manifestations, de différents effets d'une crise qui a une source unique, une cause unique à la base, et qui relie toutes les manifestations entre elles. Et cette source unique, c'est ce que j'appelle la sénilité du capital. Sénilité du capital, ça veut dire que, comme un humain, comme n'importe quel animal, comme n'importe quel être vivant, le capital est en train de terminer son histoire, sa vie, et aboutit à un moment où il entre dans une agonie qui sera plus ou moins rapide ou plus ou moins lente, on n'en sait rien, mais une agonie certaine. Et la cause de cette sénilité, c'est que ce qui est le carburant, l'existence du capital, c'est-à-dire la production de valeur, la production de plus-value dans une masse de plus en plus importante, cette production stagne, ou en tout cas augmente très peu, voire même parfois diminue, et a tendance à diminuer finalement, du fait même que les gens qui produisent cette plus-value, à savoir en gros le prolétariat, la classe ouvrière, finit par être des travailleurs qui sont en un nombre de plus en plus restreint par rapport au développement du machinisme et du fait même du développement du machinisme. Donc, ça veut dire que les créateurs même de cette plus-value qui est le carburant du capital est en train de s'étioler. Alors, la thèse numéro 2, si je puis dire, de ce livre, dans ce cadre-là, c'est que tous les efforts que fait le capital, donc les agents, les hauts fonctionnaires du capital, les capitalistes, pour essayer de remédier à cette situation et pour essayer donc de relancer la valorisation, se heurtent à des limites, à des murs infranchissables. Ces murs sont par exemple le mur écologique, le mur que je viens de citer sur la production de plus-value, sur des tas de choses comme ça. Et ils essayent de dépasser ces limites. Chaque fois qu'ils essayent de dépasser une de ces limites, ils se heurtent au fait qu'ils creusent une autre limite. C'est un peu l'exemple du sapeur Camembert. Enfin, je crois que le sapeur Camembert, je ne sais pas si c'est une histoire que beaucoup de gens se rappellent, mais enfin, c'est le sapeur à qui l'adjudant demandait de creuser un trou dans la cour pour mettre les ordures. Il creusait ce trou, il mettait les ordures, et puis après, il y avait le tas de terre à côté, et l'adjudant, en colère, lui dit « Et alors, le tas de terre, il faut... Allez, qu'est-ce que je fais pour dégager le tas de terre ?»« Ben, tu creuses un autre trou. » Et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que le capital essaye de régler un problème dans une direction, il en crée un plus important dans une autre. Je prends deux exemples très concrets. La croissance reviendrait grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, notamment aujourd'hui donc l'intelligence artificielle. Or, le développement de ces nouvelles technologies aboutissent à diminuer encore plus le nombre de gens qui produisent de la plus-value, aboutissent en plus à augmenter les dégâts écologiques, comme on le voit aujourd'hui, où le capitalisme n'arrive pas à empêcher les dégâts écologiques de s'accroître, du fait du développement même continu des sciences et des technologies. On le voit avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui est une énorme consommatrice d'électricité, d'eau et de tas d'autres choses, de métaux rares, etc. Si d'un autre côté, il essaye de résoudre les problèmes écologiques, à ce moment-là, il va se heurter à une limite économique,
parce que le coût d'une croissance verte du capital, le coût de voitures électriques, le coût des éoliennes, le coût de tout ce qui est croissance verte, la biodiversité en agriculture, etc., ce coût-là est assez important. Et donc, ça pose une limite, puisque le problème du capitalisme, c'est que justement, il a du mal à trouver des investissements rentables. Et aujourd'hui, les investissements dans l'écologie ne sont certainement pas, en général, rentables pour le capitalisme. Et en plus, ce faisant, il trouve une autre limite, qui sont les besoins qu'il a lui-même engendrés dans la population, par exemple le besoin de voiture. Et la voiture électrique, ça, non seulement en elle-même n'est pas écologique, mais en plus elle coûte très cher. Et donc la population refuse les voitures électriques. Les agriculteurs refusent des modes de culture qui seraient beaucoup plus bio, parce que ça revient également plus cher et c'est plus compliqué, il faudrait plus de main-d'œuvre. Bref, d'une façon générale, là encore, on se heurte à des limites insurmontables. Et c'est pareil dans tous les autres domaines. On le voit aussi avec le creusement de la dette, etc. Ce qui veut dire que ce que met en avant le capitalisme comme moyen de résoudre son impasse actuelle, c'est de nouveau le développement des sciences et des scientifiques et des technologies. Or, c'est justement depuis les débuts du capitalisme, les sciences et les technologies qui se sont développées et qui ont créé tous les dégâts que l'on voit actuellement, qui sont le résultat de 2-3 siècles de développement scientifique, et dans un sens particulier. Parce que de toute façon, les sciences comme les scientifiques sont financées par le capital, orientées par le capital vers la production de plus-value, et c'est cette orientation qui a abouti aux dégâts actuels et aux limites actuelles. Donc compter sur les sciences pour résoudre le problème de la sénilité du capital, c'est compter sur le criminel pour résoudre les crimes. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, Marx lui-même, je fais une parenthèse ici, avait déjà, lui, créé le concept de capitaliste actif. Il distinguait les financiers, les propriétaires juridiques, les propriétaires fonciers comme étant des propriétaires passifs, des capitalistes passifs, tandis que ceux qui mettent en œuvre la création et l'organisation de la plus-value, l'organisation de la production en vue de la création de la plus-value et qui développent le machinisme dans ce sens, ce sont bien les scientifiques. Ce sont les puissances, ce qu'il appelait les puissances intellectuelles de la production, qui ont amené le capitalisme, qui ont amené concrètement, par leurs actes, le capitalisme là où il en est aujourd'hui et qui ont créé les dégâts qu'ils en sont aujourd'hui. Donc il ne faut pas compter sur eux pour changer de direction. Pourtant, un certain nombre d'entre eux sont conscients de ces dégâts, et notamment des dégâts écologiques, parce que les dégâts écologiques touchent justement la bourgeoisie elle-même, et y compris ses scientifiques. Donc on a un certain nombre de scientifiques qui font un constat très intéressant, notamment donc dans le domaine écologique, des dégâts du capitalisme, mais ils s'arrêtent là. Il n'y en a pas, ou pas beaucoup, ou très très peu même, qui vont au-delà pour essayer de proposer des solutions pour abolir le capital et le capitalisme. Tout au plus, aujourd'hui, ils préconisent une bifurcation. Une bifurcation de quoi? Une bifurcation du système actuel, mais enfin bifurquer dans qui est au volant déjà. Il faudrait mettre au volant des gens qui soient capables de bifurquer dans la bonne direction. Et puis surtout, le problème n'est pas de bifurquer, n'est pas d'être au volant, le problème c'est de changer de véhicule. Le véhicule qu'on peut appeler mode de production capitaliste est en train de mourir, et c'est ce véhicule qu'il faut changer. De sorte qu'en première conclusion de tout ce que je viens de dire, on peut être sûr que la thèse de Marx, comme quoi le capital est contradiction en acte, c'est-à-dire qu'il crée lui-même les contradictions et les limites auxquelles il se heurte aujourd'hui, c'est lui-même qui les a créées, notamment donc la contradiction qu'il a réduit à presque rien ceux qui étaient les travailleurs qui étaient productifs de plus-value, et qu'il a créé les dégâts écologiques. Enfin bref, tout ce que je viens de dire a été créé par le capital. Donc il a créé lui-même ce qui cause aujourd'hui l'agonie du système capitaliste. Donc de ce point de vue-là, il y a une situation qui est créée par le capitalisme lui-même. Donc,
la question est de voir si on peut supprimer le capital et le capitalisme. Et dans la situation actuelle, il se trouve que ce qui cause les difficultés insurmontables au développement du capital sont aussi des raisons qui peuvent permettre de créer les conditions d'une nouvelle société qu'on peut appeler communisme, malgré les déboires et les échecs des révolutions communistes précédentes, c'est-à-dire des conditions d'une suppression de ce qui est la base de l'existence du mode de production capitaliste, son fondement, à savoir les rapports de propriété. Les rapports de propriété capitalistes qui séparent ceux qui possèdent le capital et ceux qui ne le possèdent pas et qui travaillent pour le capital. Mais il faut comprendre ces rapports de propriété pas du tout seulement comme des rapports donc, juridiques, propriété juridique et propriété financière. La propriété, la réelle propriété, c'est ce que j'appelle la possession. C'est justement ce que possèdent les puissances intellectuelles de la production, c'est la possession des conditions scientifiques et intellectuelles de la création, de la production et de ce qu'on produit. Donc, supprimer la véritable propriété, enfin la propriété la plus sérieuse, si je peux employer ce terme, la plus réelle, c'est supprimer cette division du travail entre puissance intellectuelle de la production et exécutant de plus en plus réduit à être réduit à moins que rien sur le plan de leur connaissance scientifique et intellectuelle. Et ce qui peut permettre de réduire cet écart qui a grandi tout au long de l'histoire du capital, c'est le temps libre qu'il a créé lui-même. En développant le machinisme, le capital a créé déjà une grosse réduction du temps de travail entre le 19e siècle et le 21e. Et cette réduction du temps de travail peut être très, très considérablement agrandie par une révolution qui permettrait de supprimer toutes sortes de fonctions inutiles, comme justement les fonctions financières, la publicité, les productions de luxe, etc., etc. Donc de supprimer un grand nombre de quantités de travail qui pourraient être affectées à la diminution du temps de travail des autres. Donc on aurait un partage, à la fois une diminution du temps de travail général et un partage du travail entre tous, qui limiterait considérablement le temps de travail de chacun à 10 ou 20 heures par semaine, par exemple, par une première approximation. Et le temps libre qui serait ainsi dégagé serait une base matérielle pour permettre aux prolétaires, à ceux qui ont été réduits au bas de l'échelle, de se réapproprier toutes les conditions de la production et donc par là de transformer la production, ce qu'on produit et les besoins qui en découlent. Alors ça a été un peu développé dans ce livre. Donc, je conclus un peu de ce bref résumé, si je puis dire, du bouquin. 4 choses que je développe donc dans le livre. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de révolution pour que le capital s'écroule et s'abolisse lui-même. Mais il y a besoin d'une révolution si on ne veut pas qu'il entraîne le monde entier, l'humanité entière dans son apocalypse, dans son agonie. Donc le problème est celui de la révolution. Et sur ce deuxième point, il faut constater qu'aujourd'hui, dans l'état de crise où est le capital, le réformisme classique, ce qu'on appelle le réformisme, c'est-à-dire les positions de la gauche traditionnelle, historique, Front populaire, Libération, mai 68, etc., les positions qui sont d'améliorer les conditions de l'exploitation du prolétariat, améliorer un peu les salaires, améliorer un peu les conditions de travail, mais sans sortir du mode de production capitaliste et sans vraiment améliorer considérablement cette situation des prolétaires, puisqu'au contraire, l'écart aujourd'hui entre ceux du bas et ceux d'en haut ne cesse que de s'accroître. Bref, les conditions donc que le capitalisme accepte de céder des miettes, comme il l'a pu le faire dans le temps, dans certaines conditions historiques de grève ou après-guerre avec la résistance, etc., de céder d'importantes miettes, plus ou moins grosses miettes aux prolétaires, les conditions aujourd'hui ne sont plus réunies. Les conflits de classe ne peuvent que, les différences de classe et donc les conflits de classe ne peuvent que s'accroître. Ça, c'est le premier point.
il n'y a plus aucune solution réformiste, la gauche est foutue. La gauche est foutue, si elle arrive au pouvoir, même avec un programme style extrême gauche, comme on dit, genre LFI, ça ne peut absolument pas fonctionner. Et ça sera comme déjà en 1981, 6 mois après, on repasse à autre chose. Et donc, accroissement des contradictions entre classes et impossibilité d'une solution médiane. Et on le voit bien dans la situation politique actuelle. Deuxième, donc il ne reste plus que face à face que, d'une part, un développement de plus en plus autoritaire et dictatorial du mode de production capitaliste, parce que la bourgeoisie va évidemment chercher par tous les moyens pour maintenir le système en place, et ça ne peut passer que par des mesures qui vont être fascisantes, on le voit déjà très bien un peu partout, et un fascisme, techno-fascisme, on pourrait dire, avec les moyens technologiques modernes. Ça, c'est la première solution qui n'aboutira qu'à l'apocalypse. Ou deuxième solution, donc une révolution communiste dont j'ai esquissé très très vite et dont le livre développe aussi un peu les possibilités. Et cette révolution communiste passe par donc la prise du pouvoir pour réduire le temps de travail à un maximum et entreprendre de disposer du temps libre pour changer tout le système de production et avec lui tout le système des besoins. Voilà donc le point où on en est aujourd'hui et la conclusion qu'on peut tirer de l'état de sénilité du capital.